de dire après la Oui, commune. les EPCI, d'accord. On Parce que j'ai dit... C'est bon. Okay. 11P2, prise 2. Donc, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, ont émergé sur la Guadeloupe dans les années, fin des années 90, avec la loi Chevènement qui proposait une recomposition territoriale des intercommunalités. Et puis, dans le même temps, on a eu aussi la loi Voynet qui concernait l'environnement. Et ces deux textes législatifs ont permis de repenser le territoire. Alors, les intercommunalités, en proposant de regrouper les communes avec une logique de rationalisation des moyens, mais aussi une logique de projet global, de vision globale, notamment sur des questions d'aménagement du territoire et des questions de développement économique. Et puis, la loi Voynet est venue avec la notion de protection de l'environnement, de développement durable, et l'idée que sur les territoires, il était nécessaire d'agir dans la proximité, en concertation, avec une vision de long terme et autour d'un projet. La notion de projet est extrêmement importante parce qu'on a deux outils. Un outil législatif, les intercommunalités, donc EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, et un outil porté par la loi Voynet sur le développement durable. Un qui donne du contenu, la structure, donc c'est l'enveloppe avec des compétences données à une échelle supérieure à celle des communes. Et puis un autre qui concerne le contenu avec l'idée de projet. Est-ce que tu pourras après, une fois que tu auras fini la police, de donner les EPCI qui existent en Guadeloupe avec les communes qui sont rattachées il y a la Riviera, il y a Nord-Bastère. Aujourd'hui, oui. Dans les années 90, il n'y a pas tout ça? Ah d'accord, bah, explique l'évolution justement, la première, la deuxième, la troisième, sans pour cela, parce que les gens savent à quoi est rattaché leur propre commune, mais voilà, mais donner la graduation de l'évolution sur le territoire, le maillage sur le territoire. Donc, dans les années 90, on était sur une première vague d'organisation intercommunale. Alors, précédemment, préexistait la communauté de communes de Marie-Galante qui regroupait les 3 communes et qui existe depuis bien longtemps. Sur la Guadeloupe continentale, on va dire, avant les années 2000, il n'y avait pas de regroupement intercommunal. La première communauté de communes a été celle du Nord-Grande-Terre. Et puis est venue par la suite celle du Nord-Bastère. Et puis beaucoup plus tard, beaucoup plus récemment, une deuxième vague de concentration qui a amené l'ensemble du territoire guadeloupéen à être organisé en intercommunalité. Donc aujourd'hui, toutes les communes de Guadeloupe appartiennent à un regroupement intercommunal. Donc cette idée d'une logique d'action à l'échelle de territoires, Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre, Côte-sous-le-Vent, Marie-Galante, Nord-Basse-Terre également, je crois que j'ai dit, Sud-Basse-Terre, Cap Excellence pour l'agglomération pointoise, on va dire. Donc toutes les communes de Guadeloupe appartiennent à des territoires qui sont supposément cohérents pour une vision globale d'aménagement et qui correspond aussi au fonctionnement en termes d'emploi, de déplacement, de transport. Et ce sont tous ces éléments-là qui participent à une logique d'aménagement de l'espace qui doit prendre en compte à la fois les différents usages, les différents modes d'habiter sur un territoire, en centre urbain, dans l'espace rural, les différents modes de fonctionnement, les déplacements, les transports, mais également la préservation, la gestion de l'espace, la préservation de l'environnement. Donc tous ces éléments
sont des éléments qui participent a priori à une logique d'aménagement de l'espace et qui sont une des compétences premières des structures intercommunales. Merci. Qu'est-ce que ça change pour les communes? Qu'est-ce que ça a changé pour la gestion d'une commune, par exemple? Alors, la construction intercommunale et le regroupement, je le disais tout à l'heure, est venu proposer des modalités d'intervention de façon cohérente, est venu proposer une rationalisation des moyens. Il faut savoir que l'intercommunalité vient aussi avec une diminution des ressources à l'échelle des communes et la volonté de mieux appréhender les services publics, les dépenses publiques. Donc l'intercommunalité vient rationaliser les modalités d'intervention avec l'idée sur les intercommunalités de compétences fortes, notamment en matière d'aménagement du territoire et en matière d'approche globale, de vision globale de projet. Il y a des outils comme par exemple le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui porte à l'échelle d'un territoire donné, donc de plusieurs communes, une vision d'ensemble de l'aménagement à l'échelle du territoire. Alors, ce qui... Avec des exemples, quelques exemples. Par exemple, une piscine, un stade, je ne sais pas, une crèche. Alors, vraiment, à l'échelle du territoire, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, amène véritablement les grands enjeux de déplacement, de grands enjeux d'utilisation de l'espace, de grands enjeux de positionnement d'équipements, de rationalisation, de mutualisation d'équipements. Par exemple, à l'échelle d'un territoire, on ne va pas obligatoirement multiplier des grands stades, de grands équipements qui sont coûteux, mais sur un territoire, donc l'espace de plusieurs communes, on va positionner de la façon la plus opérationnelle par rapport aux usages, par rapport au déplacement des habitants, un stade, une piscine. On va conserver, on va mettre l'accent sur des équipements qui puissent être utilisés par tous. Et derrière viennent un certain nombre de politiques, par exemple la politique de transport, parce que si à l'échelle de plusieurs communes on mutualise un stade, ça veut dire derrière qu'il faut organiser le déplacement des populations pour l'utilisation équitable de l'équipement en question, puisque le regroupement des communes au sein des intercommunalités donne droit aux populations de toutes les communes de la part de l'intercommunalité du même service. S'il y a un équipement, qu'il soit sur la commune de Port-Louis, d'Anse-Bertrand ou de Petit-Canal par exemple, chaque habitant de l'intercommunalité, donc de l'ensemble du territoire, est supposé en bénéficier de la même façon. Pas à égalité puisqu'il n'est pas à égale distance, mais équitablement, et donc est supposé avoir les moyens pour y accéder. Question, comment se fait le choix d'implantation? Est-ce que c'est la plus grosse commune, celle qui possède le plus d'habitants, ou est-ce que c'est le président de l'EPCI qui décide, qui est la plus petite commune, de mettre ça sur son territoire? Comment se fait l'arbitrage pour l'implantation de... La logique de l'intercommunalité est une logique de mutualisation. Toutes les communes participent à la structure intercommunale, donc sont représentés au sein de la structure intercommunale. Les élus sont représentés au sein d'un conseil dit conseil communautaire. Et donc à ce titre, à cet endroit, en ce lieu, discutent et échangent sur l'opportunité du choix d'un lieu, l'opportunité du choix d'un équipement. Et ce qui préside à ces décisions en principe, c'est l'intérêt supérieur et, comme je disais, la rationalisation des moyens et des usages. Après, ce qu'il faut bien comprendre malgré tout, c'est que l'intercommunalité est venue partager des compétences
entre des communes qui continuent à avoir une légitimité et à exercer notamment tous les services publics de proximité, et puis un échelon supérieur qui apporte donc la cohérence, une vision globale et des économies de moyens pour faire mieux, pour faire plus. Le problème souvent, c'est que dans la vision des populations, la différence et le lieu d'exercice de telle ou telle compétence n'est pas toujours bien perçu. Et puis surtout, dans le partage tel qu'il est porté par la législation, par exemple, prenons l'aménagement et par exemple, prenons les questions d'urbanisme, l'urbanisme de proximité, donc l'affectation des vocations à la parcelle reste pleinement du ressort des communes quand le schéma d'organisation générale relève de l'intercommunalité. Donc il y a une articulation qui est importante à trouver et elle ne peut se trouver qu'à partir du moment où on travaille dans une logique de projet, où il y a une vraie vision de projet construite, définie et que c'est le projet qui guide les services et les choix qui sont mis en place, qui sont mis en œuvre. Question, madame. La dernière partie était bien, mais j'ai trouvé un peu hermétique. D'accord. Entre projet, lotissement, enfin... Est-ce que tu peux dire la même chose, mais avec un vocabulaire ou des exemples plus concrets pour les gens qui vont regarder? Donc, ce qu'il faut comprendre en matière d'intercommunalité, c'est qu'il s'agit d'un partage des compétences, des responsabilités entre un échelon communal, donc la commune, qui a en charge de s'occuper du quotidien, de la proximité des habitants. On continue à gérer les naissances, on continue à gérer l'urbanisme, donc les permis de construire, la vocation d'un certain nombre d'équipements de proximité, et puis un échelon intercommunal qui vient porter une vision stratégique à l'échelle intercommunale, donc au-delà de simplement la commune, pour permettre à la fois de mutualiser des équipements qui ne vont pas avoir besoin d'être investis commune par commune, mais également de mutualiser une vision de l'espace, une vision globale de l'espace. Alors, ce partage de compétences et de responsabilités est parfois à la fois difficile à mettre en œuvre parce que ça suppose qu'on se mette d'accord, ça suppose qu'on travaille véritablement en collaboration et qu'on n'ait pas chacune des structures qui soient sur son propre projet. Et donc, ça suppose qu'ensemble, à l'échelle d'un territoire, on ait défini un projet commun, une vision commune. Et la vision commune intercommunale ne peut s'extraire de la vision de chaque municipalité, de chaque collectivité. Donc c'est une articulation, c'est un travail collaboratif qui est parfois difficile à mettre en musique et qui nécessairement va nécessiter qu'il y ait à la base un projet commun, un projet de vie qui prend appui sur les besoins des populations et sur la façon dont les populations et le territoire fonctionnent. Comment on se déplace, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'il y a plus ou moins de touristes. Ce sont tous ces éléments-là qui permettent de déterminer les vocations, les usages de l'espace et qui nécessitent des outils comme un schéma de cohérence territoriale, je parlais tout à l'heure du SCOT, qui nécessite des outils comme un plan local d'urbanisme, un plan de transport intercommunal ou communal pour pouvoir mettre une cohérence d'ensemble dans le projet. Merci. Les EPCI, c'est un organe politique aussi, de gestion des politiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que c'est élu? Voilà, comment c'est mis en place?
comment les EPCI sont mis en place. On a un président qui est... alors je crois que c'est des communes, j'avoue. Ce sont des élus, des élus communaux de toute façon, oui. Voilà, explique un petit peu le process. Donc, la constitution des établissements de coopération intercommunale, EPCI, prend assise sur les communes et donc les électeurs, les populations dans chacune des communes élisent un conseil municipal et c'est au sein de ce conseil municipal que des conseillers qui sont connus dès l'élection du conseil municipal, puisqu'ils sont proposés par l'équipe en place, vont siéger au sein d'un conseil communautaire qui élit son président. Donc la structure intercommunale n'est pas une structure à part, n'est pas une structure autre, c'est simplement une assemblée, l'ensemble de représentants de chacune des communes. Donc la voix de chacune des communes existe et est présente au sein du conseil communautaire. Merci. Est-ce que les EPCI remplissent-elles leur rôle ? Alors, les EPCI, les établissements de coopération intercommunale, viennent mettre de la cohérence d'ensemble, donc sur des communes qui sont différentes, d'ajuster, de rendre complémentaires les visions et les politiques de chacune des communes. Mais la législation a donc, dans cette idée de rendre cohérent des visions communales, dans cette idée de faire des économies d'échelle pour des équipements qui ne peuvent pas être supportés par une commune seule, soit à cause de leur coût, soit parce qu'en réalité, nous sommes de petites entités. Quand nous sommes à l'échelle d'une commune, il n'y a pas obligatoirement dans une seule commune suffisamment de population pour faire vivre un cinéma. On va avoir besoin, ou une salle de spectacle. On va avoir besoin, pour la rentabiliser, qu'elle propose des services à l'échelle d'un territoire plus grand. Donc l'intercommunalité et les structures intercommunales viennent proposer cette cohérence et cette rationalisation. Mais ce sont des outils, et les outils fonctionnent avec des hommes. Et donc, pour que cette rationalisation soit efficace, et c'était ça la question de est-ce que l'intercommunalité fonctionne, pour que les outils mis à disposition soient efficaces, il faut véritablement qu'on ne soit pas dans une logique de superposition de structures où chacun fait en plus. La logique intercommunale n'est pas de faire en plus ou de faire aussi, c'est de faire plus ensemble. Et pour que ça fonctionne, il faut véritablement qu'il y ait un vrai partenariat. Donc l'outil n'est efficient que s'il y a véritablement un partenariat qui prend naissance dans les volontés et les besoins de chacune des communes et de chacune des populations communale. L'intercommunalité, a priori, n'existe pas sans les communes. Il ne s'agit pas d'une super commune, il s'agit d'un outil et d'un moyen pour faire mieux, pour faire plus et pour faire de façon plus économique. Merci. C'est bon, tu n'avais pas parlé de la nécessité que les citoyens s'intéressent aux participation. Pour je ne sais trop quoi. Oui, on participe aux consultations. Oui, les consultations, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ça va? Tu veux pas t'asseoir? En matière d'aménagement... Tu as un café? Tu vas attendre. Non, j'en ai merci. Il fait chaud. Hein? Il fait chaud. En matière d'aménagement de l'espace, notamment en matière d'équilibre entre des zones urbaines, des zones rurales, en matière de gestion des services, par exemple, la gestion des déchets, la gestion des transports, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent la participation du citoyen, qui sont opposables à partir du moment où le citoyen, par sa participation, sa consultation, a validé, a fait remonter un certain nombre de problématiques et a validé
son adhésion à un projet. C'est le cas pour les plans locaux d'urbanisme qui définissent les vocations de chaque espace à l'échelle d'une commune et notamment les vocations collectives. C'est un document qui, dans un certain temps de sa construction, est accessible aux citoyens qui a la possibilité d'intervenir, de faire entendre sa voix et sa volonté. Et dans cette partition commune, intercommunalité, la participation citoyenne, c'est un élément particulièrement important. De toute façon, la gestion de l'espace, l'aménagement de l'espace suppose de gérer des usages divers et variés, de gérer des problématiques individuelles et des problématiques collectives, et donc nécessairement de trouver un équilibre entre des usages différents, entre des logiques individuelles ou des logiques de structure. C'est individuel, ça peut être les particuliers, ça peut être des structures, l'État, la DEAL, l'ONF, le Conservatoire du littoral, la commune, des SEM d'aménagement qui ont des projets d'aménagement divers. Et il faut arriver à concilier tout ça. Et la participation des habitants, c'est un enjeu fort parce que l'enjeu, c'est à la fois la compréhension, mais c'est aussi l'acceptation d'un processus et de propositions de gestion de l'espace. C'est important parce que derrière, les usages, l'utilisation, le mode de fonctionnement, il va s'asseoir sur ce qui sera proposé. Et si les projets sont complètement déconnectés de l'usage ou du mode de vivre, du mode de fonctionnement du citoyen, nécessairement, et on le voit parfois dans certains aménagements qui sont proposés, ils sont à côté et ils sont dévoyés et finalement, à l'usage, ils peuvent coûter plus cher que ce qu'on avait escompté ou ce pourquoi ils étaient supposés être mis en place. Merci. Alors pour qu'on reprenne un peu, juste pour synthétiser, j'ai une question. Est-ce que finalement, face aux enjeux du territoire par rapport à la disparition des paysages, du patrimoine naturel, matériel et immatériel, les EPCI disposent d'outils efficaces pour pallier à ces grandes problématiques auxquelles la Guadeloupe se retrouve confrontée? Alors, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, disposent d'un certain nombre d'outils de planification, des schémas d'aménagement, comme le schéma je ne sais plus c'est quoi le SCOT, des outils de planification comme le schéma de cohérence territoriale, comme le plan local de l'habitat, comme des plans de déplacement urbain, qui sont des outils qui permettent de prendre en considération un certain nombre d'enjeux. En matière d'environnement, c'est la protection de l'environnement, c'est la protection, la valorisation de la biodiversité, nous sommes une île, la question du recul du trait de côte, et donc les enjeux de la gestion et du mode d'aménagement sur le littoral urbain, l'essentiel des communes de Guadeloupe sont sur le littoral. Une des particularités de la Guadeloupe, c'est que nous habitons notre littoral, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres communes de l'hexagone français. Donc, nous n'utilisons pas seulement le littoral, nous l'habitons. Donc, derrière, il y a des enjeux importants qui sont en confrontation aujourd'hui avec des enjeux et des occurrences, des risques environnementaux, comme par exemple le recul du trait de côte. Et cela génère énormément de besoins de libérer par exemple l'espace sur le littoral pour faire face aux risques, de prévoir des modalités de transport, de prévoir des dispositifs de relogement, de prévoir des façons différentes d'habiter des centres-bourgs qui sont sur le littoral. Et tout ça est possible, il est possible de le gérer, il est possible d'y réfléchir, il est possible d'intégrer ces enjeux dans les documents et les outils de planification
qui sont mises en place à l'échelle intercommunale. Mais on en revient à l'essentiel qui est l'articulation et la bonne coordination entre un échelon intercommunal qui porte des outils d'appréciation globale, de vision de projets partagés, et un échelon communal qui est dans la proximité. Et on a quand même, malgré tout, même si ce sont les mêmes élus, des élus communaux qui sont au sein de l'intercommunalité, on a quand même là, dans l'administration française, une superposition de deux structures de décision qui se partagent des compétences. Et le fonctionnement cohérent, le fonctionnement collaboratif ne va pas obligatoirement de soi. Il ne peut exister que si véritablement il s'appuie, je le disais au début, sur un projet partagé, sur une vision partagée. Et c'est la même chose qu'on parle des habitants. C'est une vision partagée qui doit être comprise, assimilée, acceptée par les populations également, parce que c'est elles derrière qui vont vivre le projet proposé. Merci. Je suis passée. Très très bien. Ça laisse à peu près...